Raconte-moi autrement les OGM, une série d'émissions sur les ondes de Radio Zinzine en partenariat avec InfoGM. Aujourd'hui, retour sur l'histoire des OGM avec Éric Meunier. Voilà donc Éric Meunier, tu es en ligne ? Oui, bonjour. Oui, salut. C'est donc la deuxième émission dans cette série Raconte-moi autrement les OGM. On va venir un peu sur l'historique quelque part des OGM et même en allant plus loin pour comprendre un peu l'évolution de la sélection végétale avec entre autres des hybrides, plein de choses comme ça. C'est presque donc début du siècle, peut-être 20e siècle. Mais peut-être juste avant de faire ça, tu pourrais rappeler vraiment en quelques mots quand est-ce que l'InfoGM a été fondée et en gros c'est beaucoup l'information, la sensibilisation du public quoi, mais juste un petit rappel. Oui, pour faire très court, InfoGM ça a été fondé en 1999. Un gros débat au niveau politique et citoyen avait lieu sur l'encadrement réglementaire à avoir des OGM et plusieurs personnes ont remarqué quand même que dans ce débat, il manquait de l'information. Les services de communication des entreprises produisaient beaucoup d'informations, beaucoup de choses étaient dites, mais il n'y avait pas forcément une information factuelle, précise, contextualisée. Et c'est dans cette dynamique-là qu'en juillet 1999, InfoGM a été créé. D'accord. Si je comprends bien, toi, tu as pas mal l'habitude à faire des conférences et peut-être des réunions, enfin d'expliquer un peu ce dont on va parler dans cette émission. Donc, tu as un peu l'habitude. Tu voudrais, je pense, commencer bien avant, en fait, le début de l'histoire véritable des OGM, en fait, les organismes génétiquement modifiés. Et en effet, oui, ça nous paraît important parce que il s'avère que la grosse offensive actuelle des entreprises multinationales pour essayer de se débarrasser de l'encadrement réglementaire sur les OGM qui existent en Europe pointe sur des informations, sur des notions qui parfois peuvent être floues ou du moins on pense les avoir compris alors que pas du tout. Et ça nous oblige à revoir ce qu'on appelle précisément les organismes génétiquement modifiés. Et pour comprendre ça, il faut repartir au début du XXe siècle pour comprendre en effet que les entreprises semencières ont un peu coévolué avec la recherche fondamentale en passant grossièrement de population végétale à l'ADN qui est contenu dans les cellules de chaque plante aujourd'hui. Éric, tu peux juste rappeler qu'est-ce que c'est une population ? Parce que pour les néophytes, c'est pas si évident. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est vrai, surtout que nous, avec l'agriculture industrialisée qui s'est développée, on a tendance à avoir dans les champs, par exemple, des champs de maïs. Tous les pieds de maïs se ressemblent, ils font tous la même hauteur. Ils peuvent résister à certaines maladies, ils peuvent avoir un certain nombre de grains sur chaque épi, le même nombre d'épis, des tailles de feuilles similaires. Alors que en fait, avant le début du XXe siècle, la paysannerie fonctionnait et pour beaucoup fonctionne encore aujourd'hui sur Terre avec ce qu'on appelle les variétés population. Les variétés population, c'est des plantes qui partagent certaines caractéristiques, mais qui ne sont pas complètement homogènes. Donc on parle de variétés population ou de variétés hétérogènes dans le sens où dans le champ, par exemple, d'une variété population, chaque pied peut avoir quelques caractéristiques communes avec le voisin qui va intéresser l'agriculteur, mais qui va aussi différer. Donc l'exemple visuel le plus typique qui amuse le plus souvent par exemple les enfants, c'est les épis de maïs de variété population où les grains de maïs sur un même épi peuvent être tous de couleurs différentes. Il y en avoir des jaunes, des violets, des bleus, des rouges. Mais avec l'agriculture industrielle qui commence à se développer au début du XXe siècle et les variétés qu'on va appeler homogènes, on verra pourquoi, les épis de maïs ont été sélectionnés pour n'avoir que des grains jaunes, parce qu'il était plus intéressant d'avoir des grains jaunes. Voilà ce qu'on appelle les variétés population.
Mhm. Mais j'imagine que tu vas expliquer tout ça dans cette émission, mais je veux dire, certes, pour l'industrie, il y a des grands avantages, peut-être de productivité, puis d'avoir des produits très homologués, enfin toujours pareils, mais en même temps, j'imagine que ce côté de population avait la capacité d'avoir plus de résistance ou de résilience par rapport aux maladies ou des problèmes différents, quoi. Alors clairement, c'est-à-dire que à partir du développement des variétés homogènes, c'est-à-dire que c'est des plantes au début du siècle, des semenciers comme Villemorin se sont rendus compte que au sein d'une variété de population, il y avait des plants qui avaient des caractéristiques qui étaient vraiment très intéressantes. Et eux, commercialement, ils étaient intéressés par vendre des plants qui ne présentaient que ces caractéristiques-là. Et quand ils vendaient un lot de semences, l'objectif était que chacune des semences donne le même plant. D'où on revient sur cette idée du plant de maïs qui va pouvoir faire 1,50 m de haut, avoir 6 épis sur chaque pied, une centaine de grains sur chaque épi. Mais pour faire ça, pour obtenir ces pieds-là, ils vont créer ce qu'on appelle les hybrides F1. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont devoir faire des croisements entre les plants jusqu'à obtenir toujours les mêmes plants. Le revers de la médaille, en effet, est que ces plants peuvent présenter plus de fragilité. Et donc, en parallèle du développement commercial de ces plants, on va voir tout au cours du XXe siècle des plants de plus en plus fragiles et qui vont d'abord nécessiter, par exemple, d'utiliser des engrais chimiques dans la terre pour qu'ils puissent pousser mieux. Et puis, ils vont être plus sensibles à des maladies. Donc, on va avoir aussi le développement de fongicides, par exemple, pour se débarrasser des champignons. Et puis derrière, avec l'industrialisation de plus en plus forte, les insecticides, les herbicides vont prendre leur part. Et c'est vrai que toute cette agriculture surazotée par le biais des produits chimiques va se développer en parallèle de la fragilité des plants qui vont être de plus en plus utilisés, des plants qu'on pourrait qualifier de plants industriels par opposition aux plants paysans. D'accord. Et donc, je pense qu'il y avait, par exemple, dans notre région ici, en Provence, il y a eu des petites ou modestes, disons, entreprises semencières qui avaient vraiment, je pense, ils travaillaient plutôt avec les populations. Donc, j'imagine qu'il y a eu un bouleversement assez considérable à l'époque avec certaines entreprises qui prennent de plus en plus de place de marché avec ces nouvelles formes de semences hybrides et compagnie, et avec la disparition peut-être de ces entreprises plus, disons, traditionnelles qui existaient depuis fort longtemps. Alors, en effet, et à ça, il y a plusieurs explications. Une des explications, il faut garder en tête que tout au cours du XXe siècle, et le rapport de force est un peu en train de changer, dans le système agroalimentaire, il y a les semenciers qui ont leur place, il y a les agriculteurs, les agricultrices qui ont leur place pour produire les aliments ou les matières premières. Mais un autre acteur qui a une place importante, c'est la grande distribution. Une distribution qui est devenue de plus en plus grande d'un point de vue industriel tout au cours du XXe siècle, avec des géants mondiaux comme Walmart ou Carrefour par exemple. Et cette grande distribution-là avait une place très importante, voire même dominante sur le marché de l'agroalimentaire, parce que c'est eux qui vendent les produits aux consommateurs. Et vendant les produits aux consommateurs, c'est eux qui sont en position de dire à la filière en amont, nous, on souhaite avoir tel produit, on souhaite avoir des tomates de telle couleur, de tel calibre, on souhaite avoir des boîtes de maïs qui sont capables de peser tant avec tant de grains, qui soient tous jaunes. Et donc ces acteurs de la grande distribution, avec les demandes formulées en amont au système agroalimentaire, quelque part ont un peu formaté la production à avoir, et les semenciers ont produit les variétés qui intéressaient la grande distribution. Dans ce paysage-là, les entreprises, les petits, moyens semenciers qui continuaient à travailler avec des semences paysannes ont pu se retrouver de plus en plus à la marge parce que n'ayant pas de marché suffisamment important comme débouchés commerciaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, l'agriculture est principalement dominée par cette agriculture qu'on qualifie d'industrielle, qui utilise des variétés homogènes, les hybrides F1, qui utilisent des produits chimiques,
qui peut écouler sa production dans différentes filières de transformation, avec la grande distribution qui va vendre les produits derrière. Il y a quand même encore beaucoup de paysans et paysannes qui travaillent avec leurs propres semences, mais il leur a fallu passer par plusieurs bagarres pour pouvoir conserver cette place. À l'échelle mondiale, c'est un peu différent. C'est difficile d'avoir une idée, mais il y a certains chiffres qui peuvent être avancés qui disent qu'à l'échelle mondiale, 75% de la production agricole reste une production paysanne. Donc c'est vrai que quand on parle d'agriculture industrielle, c'est-à-dire consommatrice de produits chimiques, de variétés hybrides, qui est fortement robotisée avec les tracteurs ou autres, on parle surtout d'une agriculture qui concerne l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, certains grands propriétaires en Amérique du Sud, mais pas tellement plus. D'accord, mais je pense qu'il y a autre petit aspect avant de peut-être faire une petite pause, mais l'arrivée des hybrides, par exemple, il me semble, peut-être c'était le début, ou peut-être pas le début, mais en tout cas c'était une étape importante dont la maîtrise par les entreprises semencières, en fait, d'imposer aux agriculteurs qui doivent acheter chaque année leurs semences. Et donc, une dépendance considérable et une perte de la gratuité des semences plus traditionnelles qu'ils ont pu faire eux-mêmes. Oui, à cela, il y a une raison principale qui n'est pas forcément une raison juridique, mais c'est que ces variétés hybrides, les hybrides F1, il s'est avéré que la première année où vous les plantez, elles poussent, elles donnent la plante attendue. Et puis après, sur les 2-3 dernières années, s'il n'y a pas un savoir-faire assez particulier, il est compliqué de réobtenir les mêmes rendements. C'est-à-dire que chaque plante perd de sa vigueur, va être moins productrice, ça va être plus compliqué, et donc les agriculteurs se retrouvent en position pour pouvoir avoir la production qu'ils souhaitent, à devoir racheter effectivement chaque année des semences d'hybride F1 s'ils veulent pas se retrouver avec des sous-productions, on va dire. D'accord. Mais Eric, donc je propose qu'on fasse une petite pause et puis après, peut-être petit, on arrive vers ce qui a amené à l'introduction bien plus tard, en fait, des OGM. Parfait. Voilà, Eric. En gros, on a parlé de cette époque vraiment au début du XXe siècle, avec l'arrivée des variétés hybrides, des entreprises semencières qui prennent de plus en plus importantes et qui cherchent des plants beaucoup plus homogènes aussi pour l'industrie, enfin agroalimentaire, les chaînes de supermarchés, enfin tout ça. Mais donc, je crois que c'est pas avant les années quelque chose comme 80-90 que les OGM commencent vraiment à prendre une place importante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période entre le début du XXe siècle et les années, disons, vers les années 80? Eh ben, en fait, ce qui s'est passé, pour comprendre le mouvement, l'évolution des techniques utilisées par les semenciers pour faire leur travail de sélection variétale, il faut comprendre que c'est un mouvement qui a suivi aussi le mouvement de la recherche fondamentale. C'est-à-dire la recherche fondamentale en biologie, tout au cours du XXe siècle, était elle aussi passée d'étudier l'organisme en général à comprendre le fonctionnement, essayer de comprendre le fonctionnement des cellules qui composent cet organisme. Et puis, dans les dernières décennies, commencer à comprendre qu'au sein des cellules, il y a de l'ADN, que l'ADN participe à un peu coder l'ensemble de nos fonctions. J'insiste sur participe parce qu'il n'y a pas que l'ADN qui le fait. Mais voilà, la recherche fondamentale a finalement, par le biais de résultats scientifiques, a un peu alimenté les semenciers au cours du XXe siècle en idées d'outils de travail ou de techniques de travail. Ce qui fait que ces mêmes semenciers, par exemple, au début du XXe siècle, ils mettent au point les hybrides F1. Donc ça, pour rappeler, c'est donc ces plants qui, l'objectif va être qu'un lot de semences, toutes les semences contenues dans un lot vont donner les mêmes individus
qui vont répondre à une demande particulière en termes de production agricole, de nature de produits, mais qui vont aussi avoir leur fragilité. Après que la recherche fondamentale ait pu commencer à identifier l'action de certains produits chimiques, par exemple, ou de rayonnement UV sur les organismes, parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait créer des mutations dans l'ADN, c'est-à-dire ces modifications de l'ADN qu'on ne comprenait pas bien à l'époque ou au cours du XXe siècle quand ça a été découvert, mais on voyait qu'il y avait des nouvelles caractéristiques qui pouvaient apparaître. Et ben, les semenciers, à partir par exemple des années 50, 60, se sont mis à exposer leurs plantes, alors soit les plantes entières, soit les semences directement, à des produits chimiques ou à des rayonnements UV. Et puis ça leur donnait, quand ils les ressemaient, plein de plantes qui étaient similaires, mais dont plusieurs avec des caractéristiques différentes, nouvelles, qui n'étaient pas attendues, parce que les produits chimiques ou les rayonnements UV avaient créé des mutations. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la mutagénèse au sens très très large, qui est une famille de techniques vraiment très importantes. Mais à l'époque, dans les années 60, on peut voir des premiers plants qui vont être commercialisés en 60-70, après que les semenciers, pour créer non pas forcément des nouvelles variétés, mais en tout cas de nouvelles caractéristiques dans leurs variétés, vont avoir utilisé ces produits chimiques ou ces produits physiques pour provoquer des mutations. Mais ça sert à quoi, ou c'est quoi ces nouveaux éléments dans ces plants? Enfin, c'est par rapport à des conditions style sécheresse, ou c'est pour être plus productif, ou c'est quoi? Oui, ça peut être très variable selon les demandes, on va dire, selon les conditions climatiques d'une région, selon les demandes de la grande distribution, par exemple. On se rend compte que en provoquant des mutations, c'est-à-dire il faut comprendre qu'un produit chimique ou un rayonnement UV accélère le rythme auquel les mutations peuvent apparaître dans un génome. Voilà, en accélérant ce rythme, en changeant la nature des mutations, et ben dans le tas, par exemple, vous pouvez avoir des tomates qui vont être un peu plus grosses ou qui vont être plus rouges, ou vous pouvez avoir des pastèques qui ne vont pas avoir de pépins. Bon, j'invente un peu les exemples, mais pour donner des idées, vous pouvez aussi avoir des résistances à des maladies, parce que finalement, il y a eu plusieurs mutations qui ont été provoquées, et il se trouve que la plante que vous obtenez résiste à telle ou telle maladie. Il faut comprendre que quand un semencier travaille, dans les années 60-70, il maîtrise pas ce que le produit chimique peut faire ou ce que les rayonnements UV peuvent faire. Il se mettra à maîtriser de manière plus importante au cours des décennies qui vont arriver après. Lui, tout ce qu'il observe, c'est ces nouvelles caractéristiques, et parfois, un peu au petit bonheur la chance, peut y avoir une résistance à une maladie qui est apparue chez un plant, par exemple. Et si cette maladie dans une région du monde est importante, il va garder cette plante-là, il va la reproduire à nouveau pour pouvoir produire suffisamment de semences pour les commercialiser derrière. Mais pour être quand même clair, là, pour le moment, on ne parle pas encore d'organismes génétiquement modifiés. Dans les années 60-70, on ne parle pas encore d'organismes génétiquement modifiés. Ça arrivera à partir fin des années 80, début des années 90. Parce que dans les années 60-70, c'est surtout des produits chimiques, des rayonnements UV qui sont utilisés, et qui sont utilisés sur des plantes entières ou sur des semences. Mais dans le même temps, dans les années 60-70, la recherche fondamentale, elle est déjà passée à autre chose. Il y a les premiers travaux qui se font sur cellules. Là, l'idée, cette fois, n'est plus de travailler avec une plante entière ou une semence, mais de travailler avec quelques cellules de cette plante qui ont été isolées, mis en culture, on peut dire ça comme ça, sur un milieu artificiel, et multipliées. Là, je le dis très rapidement, mais il faut garder quand même en tête que ce travail sur des cellules est un travail très compliqué, parce qu'il n'est pas simple d'isoler des cellules, il n'est pas simple d'avoir le bon milieu sur lequel les cultiver, il n'est pas simple de les multiplier, et puis une fois que vous avez multiplié ces cellules, il n'est pas simple de régénérer une plante à partir de ces cellules. Parce que les cellules dont on parle, c'est pas des cellules germinales. Ça a été fait, des travaux avec des ovules ou du pollen chez les plantes,
Mais là, la recherche fondamentale commençait à travailler avec des cellules qui pouvaient être issues de feuilles, ou de la tige de la plante. Bon an, mal an, la recherche fondamentale, dans quelques cas, pour certaines plantes, pas toutes, a réussi à pouvoir développer des protocoles qui permettaient de cultiver des cellules et à partir de ces cultures de cellules, en les remultipliant, de pouvoir régénérer de nouvelles plantes à partir de là. Mais encore une fois, c'est que sur certaines espèces, vraiment pas beaucoup. Et puis c'était un protocole difficilement maîtrisé. Et même encore aujourd'hui, si on regarde les articles scientifiques, il y a encore beaucoup d'espèces végétales qui sont qualifiées de récalcitrantes parce que c'est des espèces végétales pour lesquelles il est difficile et les chercheurs ou les techniciens de laboratoire n'arrivent pas forcément à isoler, multiplier des cellules et régénérer des plantes. Mais dans les quelques cas où c'était possible, à partir des années 80, les semenciers se sont saisis de cette technique-là, qui utilisait des cellules et les mettait en culture pour régénérer de nouvelles plantes. Et puis, ils ont utilisé des produits chimiques ou des rayons UV sur ces cellules. Mais c'était trop compliqué pour eux parce que le résultat pouvait être long à obtenir, c'était pas simple. Donc, ils ont été chercher une autre technique qui, elle, intervenait plus au niveau de l'ADN et qui, à nouveau, était issue de la recherche fondamentale et qu'on appellera, fin des années 80, la transgénèse. Là, l'idée est vraiment très basique, on va dire, et puis elle est maintenant très connue pour tous les gens qui suivent le dossier. C'est d'aller chercher une séquence génétique dans un organisme qui a une caractéristique qui vous intéresse et de l'insérer dans le génome d'un organisme, d'un maïs, d'un colza, d'un coton, du tabac notamment, que vous commercialisez. Aux États-Unis, les travaux ont commencé à être suffisamment prometteurs pour qu'une commercialisation de premières plantes transgéniques puisse être envisagée. Ce qui a amené l'Union européenne, fin 80, début 90, à mettre en place sa première réglementation sur les organismes génétiquement modifiés. Parce que pour comprendre cette réglementation, il faut avoir en tête que la transgénèse sur des cultures de cellules commençait un petit peu à être maîtrisée par les entreprises d'Amérique du Nord, assez peu, voire pas, par les entreprises européennes. Donc cette première réglementation sur les OGM en Europe en 1990, certes, elle va protéger le consommateur en mettant des règles d'évaluation de risque avant une autorisation commerciale, d'un suivi des plantes si jamais il y a des impacts sanitaires ou environnementaux après commercialisation. Elle va instaurer l'idée d'un étiquetage OGM, mais son objectif est surtout de protéger les semenciers européens et la recherche en Europe, plus que de protéger le consommateur. Mais c'est pour cette raison-là qu'en 1990, la première réglementation sur les OGM apparaît. Mais Eric, juste pour voir si j'ai bien compris, en fait, jusque-là, on faisait des mutations, en gros, sur une plante, mais on restait sur cette plante avec des impacts qui pourraient venir, peut-être, voilà, comme tu dis, UV ou autres, mais on ne cherchait pas d'introduire des éléments qui venaient de complètement d'autres plantes ou d'autres matières vivantes, enfin je ne sais pas quoi. Et avec les OGM, c'est ça que je comprends avec la transgénèse, c'est qu'on amène des éléments qui viennent de plantes ou je ne sais pas quoi, mais d'espèces complètement différentes. Donc on trafique beaucoup plus profondément quelque part tout ce monde végétal. C'est ça. L'idée, en effet, pour prendre l'exemple le plus caractéristique, ça va être par exemple des maïs génétiquement modifiés pour produire une protéine insecticide qui va tuer des larves d'insectes qui seront venus se loger sur le plant de maïs. Cette protéine insecticide qui va tuer les larves des insectes, le maïs ne la produit pas naturellement. Même par de la mutagénèse, aucun maïs ne produira cette protéine qu'on appelle la protéine BT de manière naturelle ou spontanée, ou même avec de l'évolution. Donc, cette protéine, on a été la chercher là où elle existe, c'est-à-dire dans des bactéries.
il y a des bactéries qui s'appellent Bacillus thuringiensis, qui ont une séquence génétique qui code pour une protéine qui évidemment ne remplit pas le rôle d'insecticide chez les bactéries, parce que les bactéries ne sont pas attaquées par des insectes, mais il s'avère que la protéine que ces bactéries produisent a la capacité de tuer les larves d'insectes. Et donc les entreprises semencières, certaines entreprises, Monsanto surtout à l'époque, avaient été chercher cette séquence génétique chez la bactérie Bacillus thuringiensis et l'avaient insérée dans le génome d'un maïs. Et il s'est avéré que parfois, ça permettait de rendre des plants de maïs résistants aux insectes qui les attaquaient. Mais encore une fois, j'insiste, c'était un protocole compliqué. Si on écoute les entreprises, c'est une procédure qui est très maîtrisée. Mais en fait, elle l'est pas tant que ça. Pour la petite histoire, le maïs OGM le plus connu de Monsanto, c'est le maïs Mont 810, qui est un maïs insecticide parce qu'il produit cette protéine bactérienne pour lequel la séquence génétique a été insérée par transgénèse. Le 810, le maïs Mont 810 s'appelle 810 parce qu'on peut considérer en gros qu'il y a eu 809 échecs avant de réussir à produire un maïs. Donc on n'est pas du tout sur des techniques qui sont complètement maîtrisées, mais parfois ça peut permettre d'obtenir un organisme génétiquement modifié viable. D'accord. Écoute, Eric, on va faire encore une toute petite pause musicale et on continuera cette historique des OGM. Je vous rappelle que nous sommes en train d'écouter une émission qui s'appelle Retour sur l'histoire des OGM dans le cadre d'une série qui s'appelle Raconte-moi autrement les OGM en partenariat avec InfoGM et nous sommes avec Éric Meunier qui est en train de faire toute une historique donc à partir du début du XXe siècle. Là on est arrivé un peu à la question de transgenèse. Alors je te laisse continuer Éric. En effet, on est là au début des années 90 dans l'Union européenne avec des entreprises nord-américaines qui réussissent bon an mal an à produire des organismes génétiquement modifiés par transgénèse, c'est-à-dire en insérant dans le génome d'une plante une séquence génétique qui vient d'un organisme complètement différent. Mais cette modification génétique est assez compliquée à mettre en place parce que ce que j'ai expliqué dans la première partie, c'est que c'est des protocoles complexes qui nécessitent d'isoler des cellules d'une plante, de les mettre en culture sur un milieu artificiel, de faire des trous dans les parois des cellules pour que le transgène puisse pénétrer à l'intérieur de la cellule et puis il va finir par s'insérer dans le génome. Les cellules, après, on continue à les multiplier jusqu'à ce qu'elles forment des petits tas de cellules. Et puis, à renfort de produits chimiques ou autres hormones, on arrive à booster les cellules. On sélectionne celles qui ont bien intégré le transgène et puis on les oblige à se multiplier encore plus jusqu'à ce qu'elles régénèrent. On appelle ça la régénération. Un microplantule qui lui-même derrière va pouvoir donner une plante. Mais chacune de ces étapes sont vraies. Et ça, c'est quelque chose qui est important à retenir chez les auditeurs. Chacune des étapes est vraiment très compliquée. Le dossier des OGM transgéniques, pour vous donner une idée, dans les années 90 jusqu'au début 2000, dans l'Union européenne, on a fait un décompte à InfoGM. Il y a plus de 80 ou 100 plantes différentes qui ont pu faire l'objet d'essais en champ. C'est-à-dire les laboratoires ont essayé de les modifier par transgénèse, ils les ont obtenus, ils les ont essayés dans les champs. Mais au niveau commercial, parce que les essais en champ, c'est des expériences, c'est pas une commercialisation. Au niveau commercial, c'est seulement 4 plantes transgéniques qui ont été commercialisées, c'est-à-dire le maïs, le coton, le soja et le colza. Alors avec des transgènes différents, donc il y a plusieurs sortes
de colza transgénique ou de maïs transgénique, mais c'est seulement 4 plantes pour lesquelles ça a été fait, parce que c'est un procédé compliqué. Mais dans le même temps, dans les années 90, c'est ce que j'ai expliqué aussi en première partie d'émission, c'est que la recherche fondamentale et puis la recherche dans les laboratoires des semenciers va continuer. Et c'est vrai que c'est une décennie au cours de laquelle la maîtrise va un petit peu s'améliorer pour tout ce qui est culture des cellules. Donc là, on va un peu mieux maîtriser le fait de mettre des cellules en culture, de les multiplier. On parle pas d'un processus linéaire, c'est-à-dire que parfois, s'il y a quelques réussites qui ont permis d'aboutir à la commercialisation d'OGM transgéniques, il y avait quand même beaucoup d'échecs en laboratoire, et pendant la décennie des années 90, certains de ces échecs ont commencé à être résolus par la recherche fondamentale, et donc les semenciers ont commencé à se saisir de nouveaux protocoles, de nouvelles manières de faire, qui nous amènent au début des années 2000, avec certaines techniques qui commencent à émerger et qui provoquent un débat politique dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. Mais j'aurais une question, je veux dire, là, c'est une sorte de sorcellerie, c'est un peu trafiqué avec la nature, on apporte dans une plante quelque chose qui vient de complètement ailleurs. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui critiquent les OGM pour dire que ça peut avoir des impacts néfastes aussi parce que ça peut se transmettre aussi peut-être à d'autres plantes, dans la nature, etc. Mais je veux dire, est-ce qu'il y avait quand même une certaine reconnaissance, une certaine réalisation que jouer un peu avec le feu, je ne sais pas comment on peut dire, mais que ça peut avoir vraiment un impact au-delà de ce qu'ils ont imaginé. Alors ça, la meilleure démonstration, c'est que sur le papier, le monde politique a mis en place une législation européenne en Europe qui permet justement d'évaluer ces risques. Alors ça se fait à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est avant de pouvoir commercialiser une plante transgénique, il faut qu'on remplisse un dossier avec des expériences qui vont viser à montrer qu'il n'y a pas de risque, qu'il soit sanitaire ou environnemental, à cultiver et à consommer cet organisme génétiquement modifié transgénique. Ces analyses vont regarder est-ce que la protéine transgénique est toxique, est-ce que le maïs qui exprime cette protéine transgénique est toxique, est-ce que ça peut provoquer des allergies, est-ce que ça a complètement chamboulé par ailleurs le métabolisme du maïs qui fait qu'il n'est plus du tout nutritif par exemple. Et puis au niveau environnemental, quand vous produisez un maïs qui va résister à des insectes, il faut évaluer ce que ça va faire sur la population d'insectes. Est-ce que des insectes qui ne sont pas ciblés vont être touchés ou pas? Donc sur le papier, l'Union européenne a prévu ça. Et puis de la même manière, elle a aussi prévu qu'après commercialisation, au cas où l'évaluation des risques n'avait pas permis d'identifier tous les risques, les cultures sont censées être surveillées dans le cadre de ce qu'on appelle les plans de surveillance post-commercialisation pour repérer avec des témoignages des agriculteurs qui fassent remonter s'ils observent des effets qui n'avaient pas été anticipés. Après, j'insiste, ça c'est sur le papier parce que la manière dont l'évaluation des risques et la surveillance post-commercialisation est faite dans l'Union européenne est très critiquée de longue date, mais en tout cas sur le papier, elle existe. Ces impacts, ça peut prendre des années, même des décennies peut-être, avant d'être vraiment palpable, visible. Et je veux dire, là, actuellement, il y a une grande inquiétude par rapport à la disparition des insectes, en général, je veux dire, qui est assez rarement évoqué et qui peut avoir un impact absolument majeur sur un peu tout le monde vivant en fait. Et évidemment, c'est pas que les OGM, c'est beaucoup les pesticides. Mais je veux dire, c'est pas tout de suite qu'on va voir forcément l'impact. Alors, c'est pas tout de suite qu'on va voir l'impact. Ça, c'est dans le domaine du possible. Et ce, d'autant plus que l'évaluation des risques, plus ça va, plus elle s'intéresse à la protéine ou aux molécules qui composent la plante, mais elle s'intéresse de moins en moins à la plante, à l'organisme général. Donc effectivement, il peut
en théorie, la question de savoir si des impacts sanitaires ou environnementaux peuvent être ratés lors de l'évaluation des risques, je crois que la réponse est assez clairement que oui. Et par exemple, les impacts au niveau des populations d'insectes ou autres sont d'autant plus vrais que dans le cas où il y a des OGM qui sont produits pour produire des insecticides ou pour résister à des herbicides. Ça implique l'utilisation de ces produits chimiques. Et en fait, c'est aussi ce qui est dénoncé dans le dossier des OGM, c'est que plus vous commercialisez d'OGM, plus vous commercialisez les insecticides ou herbicides qui sont associés. Donc la logique commerciale ne tend pas à avoir une diminution des produits chimiques utilisés en agriculture lorsque vous commercialisez des OGM. Au contraire, en Amérique du Nord, les chiffres de commercialisation des herbicides, par exemple, ont montré que la quantité d'herbicides vendus a continué de croître au cours des années 90 et 2000 avec l'accroissement de la vente des OGM transgéniques en Amérique du Nord. Et c'est souvent les mêmes entreprises. Et c'est très souvent les mêmes entreprises, bien sûr. Alors là, on arrive des années 90-2000, quand même une sorte de réglementation au niveau de l'Union européenne, peut-être moins dans d'autres continents, je ne sais pas, mais en tout cas quand même, c'était un grand thème, c'était un sujet important, il y avait beaucoup d'organisations, le faucheurs volontaires, enfin, il y a beaucoup, c'était vraiment, on parlait beaucoup de ça, et donc il y avait quand même une réglementation assez stricte, j'ai l'impression, à l'Union européenne, en tout cas peut-être encore critiquable, mais et après ça a continué, quoi, parce qu'on commence à parler d'autres manières d'agir, comme la mutagenèse et même ce que je crois que tu appelles une sorte de seconde législation européenne sur les OGM. Oui, on arrive en fin des années 90. Le débat sur les OGM est relancé parce que la première législation qui date de 1990, c'est pas qu'elle est passée inaperçue, mais c'était une législation qui avait été mise en place surtout pour protéger les entreprises européennes et la recherche en Europe, parce qu'avec cette législation, la recherche conservait un cadre assez libre pour pouvoir faire des expérimentations. Et les entreprises européennes étaient un peu protégées des produits transgéniques de leurs concurrents, parce qu'elles ne savaient pas encore vraiment les faire, et leurs concurrents étaient obligés de demander une autorisation avant de pouvoir commercialiser, et devaient étiqueter également. Donc il y avait une protection des entreprises européennes. À la fin des années 90, là, la donne change un petit peu, parce que les entreprises européennes commencent à maîtriser la transgénèse. On voit des entreprises comme Limagrain, par exemple, qui commencent à arriver sur le marché. Donc là, il y a un débat qui est relancé et qui va beaucoup plus mobiliser les citoyens. C'est effectivement la période où la Confédération paysanne, Greenpeace font leurs premières actions. Au début des années 2000, on verra les mouvements des faucheurs volontaires arriver, parce qu'il y aura eu des actions de fauchage dans l'Union européenne et notamment en France en fin des années 90 pour dénoncer l'utilisation de ces organismes génétiquement modifiés qui étaient encore à l'époque que transgéniques. Et en 2001, l'Union européenne se dote d'une seconde législation qui reprend les grandes lignes de la première législation de 1990, mais en les détaillant un peu plus. Les règles restent les mêmes. Pour commercialiser un organisme génétiquement modifié, vous devez avoir évaluer les risques environnementaux ou sanitaires avant l'autorisation, vous devez demander une autorisation et puis vous devez mettre des étiquettes sur les produits que vous commercialisez qui sont OGM ou sur des produits qui ont été obtenus à partir d'OGM, ce qui explique par exemple que les huiles de colza issues de colza transgénique devaient être étiquetées et doivent toujours être étiquetées comme ayant été obtenues à partir d'OGM. Mais dans cette législation, comment les choses se passent? Le débat au début des années 2000 continue dans l'Union européenne parce que législation ou pas législation, les OGM sont représentatifs d'un modèle agricole qui est un modèle agricole industriel. Les petits paysans n'ont aucun intérêt à aller utiliser des OGM transgéniques.
Donc le débat continue au sein de la société civile avec des actions de fauchage, des mobilisations. Et puis il se trouve que aux alentours des 2007-2008, il y a certains plants de colza, par exemple, ou de tournesol qui sont repérés dans des champs et qu'on voit être résistants à des herbicides, mais qui pour autant ne sont pas transgéniques. Et en fait, cette simple observation va réouvrir tout un débat et va faire prendre conscience que quand on parle d'OGM, en fait, on ne parle pas d'OGM transgéniques. C'est-à-dire, ce que j'espère que les auditeurs ont compris, c'est que les premiers OGM à être apparus sur le marché sont effectivement des OGM transgéniques qui ont été commercialisés. Mais quand les législations ont été adoptées en 90 ou en 2001, le législateur, lui, il a posé un principe général. Il a dit qu'un organisme génétiquement modifié se définit non pas avec des termes techniques, mais avec une considération assez simple. C'est un organisme génétiquement modifié, c'est un organisme dont le génome a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement. Là-dedans, évidemment, les OGM transgéniques avaient toute leur place, mais il y a d'autres techniques. On a vu, par exemple, tout à l'heure, que depuis les années 60-70, quand on utilisait des produits chimiques ou des rayons UV sur des plantes entières ou sur des semences, on provoquait des mutations dans le génome. Donc, c'est-à-dire qu'on provoquait des modifications génétiques. Mais pour cela, pour certains cas très particuliers, comme ces plantes qui étaient modifiées par produits chimiques, appliqués sur une plante entière ou sur des graines, le législateur n'a pu que constater qu'il s'agissait bien d'organismes génétiquement modifiés. Mais dans ce cas particulier-là, en 2001, il a expliqué que, comme c'était commercialisé en gros depuis les années 60-70, il a estimé, sans vraiment aller chercher si c'était vrai, mais peu importe, il a estimé que ces plantes avaient ce qu'on appelle un historique d'utilisation sans risque. C'est-à-dire qu'elles avaient été commercialisées depuis suffisamment longtemps pour pouvoir avoir montré qu'il n'y avait pas de risque particulier à les utiliser. Donc, la législation européenne a prévu quelques cas particuliers. Savoir, un organisme génétiquement modifié est un organisme dont le génome a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement. Pour le commercialiser, il vous faut une autorisation, évaluer les risques, mettre une étiquette. Et puis, dans certains cas particuliers, par exemple pour une technique qu'on appelle la mutagénèse, et qui, à l'époque, était la seule mutagénèse dont je vous ai parlé, les produits chimiques sur plantes entières, par exemple, eh ben, certes, c'est une technique qui donne des OGM, mais qui n'auront pas à être soumis aux requis de la loi. Et puis, il y a une autre technique qu'on appelle la fusion cellulaire, qui sera dans le même cas. Et puis, il y a même des techniques qu'on appelle de fécondation in vitro, d'induction polyploïde, qui étaient mises en œuvre sur des plantes entières, non pas sur des cellules, mais sur des plantes entières pour lesquelles on a dit, là, il n'y a pas de modification génétique. Donc, au début des années 90 et au début des années 2000, on aura une législation qui prévoira le cadre général et puis certains cas particuliers. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que depuis que le débat sur les plantes modifiées de manière non naturelle a été relancé dans les années 2008-2010, les entreprises et la Commission européenne se servent de ces cas particuliers pour laisser croire que, en fait, c'est des cas généraux qui sont maîtrisés, qui sont développés. Et donc, par exemple, l'expression même la mutagénèse, qui en 1990, et ça on a un document de la Commission européenne qui le renseigne, qui en 1990 et en 2001 à nouveau ne concernait en gros que l'utilisation de produits chimiques sur des plantes entières, va être généralisée à tout type de mutagénèse, aussi diverses soient-elles, qu'elles soient mises en œuvre sur des plantes entières ou sur des cellules qui sont cultivées. Et là, quelque part, il y a un peu un mensonge ou une triche de la part des entreprises ou de la Commission européenne de laisser croire que ces techniques-là sont maîtrisées, alors même qu'elles ne le sont pas du tout, et même encore aujourd'hui. Bon, s'il y a quelque chose à retenir de cette émission, j'espère que les auditeurs le retiendront, c'est que le fait de mettre des cellules en culture, de les multiplier et de réobtenir des plantes à partir de ces cellules est très compliqué. C'est un protocole qui provoque beaucoup de mutations à chaque étape, qui a été maîtrisé pour certaines plantes uniquement et dans certains cas, ce qui a permis le développement de la transgénèse chez 4 plantes.
mais qui dans les autres cas n'a pas été développé ni maîtrisé et donc encore moins développé avant le début des années 2000. Donc on est vraiment dans des cas de figure où la législation européenne est censée s'appliquer de manière pleine et entière à toutes ces nouvelles techniques dont on nous abreuve chaque jour avec des nouveaux noms. Mais quelles que soient ces techniques, elles ont en commun d'être très récentes. Et même si les entreprises et la Commission européenne affirment avec certains abus de langage que c'est pas vrai, qu'elles sont anciennes, en fait, elles sont très récentes et on ne connaît pas les effets de ces techniques sur les organismes et sur l'environnement. Alors Eric, on approche quand même petit à petit à la fin de cette émission, enfin pour pas faire trop long, parce que c'est quand même des choses assez complexes et compliquées à comprendre. Mais enfin, ce que j'ai l'impression en général, mais c'est ce que tu dis depuis le début, mais quelque part, tout ça, ça participe à un processus qui éloigne des aspects essentiels de la production alimentaire des paysans ou des agriculteurs, les connaissances, les traditionnelles, les capacités à maîtriser, voilà, d'avoir une ferme et de connaître les conditions locales, climatiques, naturelles, etc. Mais en gros, les traditions paysannes depuis des siècles, quoi. Et tout d'un coup, petit à petit, on a affaire avec des choses qui déjà, tu expliques très calmement et tranquillement, mais c'est extrêmement difficile à vraiment comprendre. Eh ben, en fait, il y a une manière simple de ne pas être perdu dans le débat qui existe aujourd'hui, c'est que tout le vocabulaire qui est utilisé aujourd'hui vise à complexifier le débat. Exactement. C'est-à-dire que on nous abreuve de noms de techniques, alors mutagénèse aléatoire in vitro, CRISPR, TALEN, méganucléase. Mais tout ça, en fait, c'est des expressions, il faut bien avoir en tête, qui ne veulent rien dire au niveau scientifique. C'est-à-dire, si vous allez dans un laboratoire et vous dites, est-ce que vous pouvez me faire une mutagénèse aléatoire in vitro? Les chercheurs, ils pourront pas vous la faire. Ils vous poseront plein de questions pour savoir, non, mais qu'est-ce que plus précisément vous voulez et tout. Et là, effectivement, on rentre dans un champ technique qui est très, très compliqué à maîtriser, sauf pour les personnes qui ont un bagage scientifique au niveau des sciences de la vie et de la nature. Mais finalement, c'est pas forcément si intéressant de maîtriser ça, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que quel que soit le langage utilisé, on parle de modification génétique du vivant et que c'est maîtrisé que depuis très très peu et sur quelques plantes seulement. Donc, la législation européenne, aujourd'hui, vous avez certains acteurs qui se bagarrent pour défendre l'étiquetage sur les OGM, pour défendre l'évaluation des risques avant et après commercialisation, parce que il y a un peu un coup d'esbrouf de la part des entreprises et de la Commission européenne. Et je vous parle pas des arguments de lutte contre le changement climatique, de résoudre la faim dans le monde, qui sont toujours les mêmes. Mais en tout cas, c'est la politique qu'elle mène aujourd'hui. Derrière, il faut pas oublier une seconde notion assez simple, mais finalement, c'est les notions les plus simples qu'on peut avoir tendance à oublier en premier. Donc la première, c'est que quelle que soit la technique qu'on vous dit, ça reste une modification génétique récente, mais qui est à peine maîtrisée et qui est très récente. Et puis la seconde, c'est que les entreprises, et ça on le verra dans les émissions à venir, mois après mois, c'est que les entreprises aujourd'hui, elles sont engagées dans une dynamique qui relève plus de l'appropriation du vivant, c'est-à-dire obtenir une propriété industrielle sur le vivant. Et ça, l'outil des brevets, par exemple, est très important pour elles, c'est leur fer de lance, et que ces brevets sont obtenus avec des revendications techniques. Bon, elles veulent se débarrasser de l'étiquetage sur les OGM, d'où le débat aujourd'hui. Donc effectivement, on est dans un débat qui nous éloigne de plus en plus du modèle agricole, familial, paysan. Et pour autant, le paradoxe, c'est que les entreprises, avec toutes ces nouvelles techniques et tout, ce qu'elles vont essayer de faire, c'est quand même d'aller retrouver dans leur laboratoire des caractéristiques qui ont été observées dans la biodiversité sur Terre.
Et aujourd'hui, cette biodiversité, c'est le modèle agricole paysan qui l'alimente. Parce que vous comprenez bien que une entreprise semencière qui commercialise des maïs qui sont tous identiques, quasiment clonés les uns par rapport aux autres dans un champ, il y a très très peu de diversité. Par contre, un paysan ou une paysanne qui va cultiver des variétés paysannes dans son champ année après année, lui, il a beaucoup plus de biodiversité. Et donc, les entreprises veulent aller chercher dans cette biodiversité les caractéristiques qui lui permettront de pouvoir continuer à travailler demain, tout en, et c'est le paradoxe ultime, réclamant une propriété intellectuelle sur ces caractéristiques. Ça peut être de la biopiraterie, mais là, on est même au-delà de la biopiraterie, parce que le schéma global qui se dessine et que nous, on observe, c'est qu'en fait, des multinationales vont chercher dans la biodiversité sauvage ou cultivée les caractéristiques et les séquences génétiques qui y sont associées. Donc là, la biodiversité cultivée par les paysannes et paysans dans le monde entier continue à jouer un rôle majeur. Mais les entreprises aujourd'hui prétendent vouloir modifier la réglementation internationale pour pouvoir aller piocher plus librement dans cette biodiversité, ramener les séquences génétiques dans leur laboratoire, en expliquant utiliser telle ou telle technique de modification génétique, demande à obtenir des brevets sur ces séquences génétiques, et pour pouvoir commercialiser et utiliser leurs brevets de la manière qui leur sied le mieux, c'est-à-dire comme étant un outil de règlement de la concurrence commerciale, pas du tout un outil d'innovation, mais vraiment un outil où ils peuvent faire plier leurs concurrents. Les entreprises ont pour objectif de se débarrasser de l'étiquetage sur les OGM aujourd'hui. Donc la dynamique n'est pas très compliquée. Et pour la comprendre, voilà, je réinsiste une dernière fois, il faut garder en tête vraiment des notions très très simples. C'est que la biodiversité qui apporte des plantes ou des animaux que nous on peut consommer et qui permet de s'adapter le plus naturellement possible aux environnements locaux, ça reste la biodiversité cultivée par les paysannes et les paysans qui travaillent avec des variétés paysannes. La seconde évidence, c'est que quelle que soit la technique utilisée par une entreprise qui prétend modifier le génome d'une plante ou d'un animal, c'est une technique de modification génétique qui, d'après la législation européenne, impose aujourd'hui d'avoir une évaluation des risques, une étiquette OGM et autres. Et puis la dernière évidence, c'est de comprendre que finalement il y a 4 multinationales dans le monde aujourd'hui qui dominent le marché et dont l'objectif a priori est quand même de faire tomber les réglementations qui les embêtent, de manière à pouvoir s'approprier le vivant d'une manière beaucoup plus vaste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle s'attaque à la législation sur les OGM, à la législation sur les semences, à une législation dont moi, j'avoue, le nom m'a surpris au début, mais qui existe en Europe, c'est la législation sur l'utilisation durable des pesticides. Et la lutte politique, en ce moment, est très très vive. C'est un vrai rouleau compresseur qui arrive en face. Et nous, à InfoGM, on a conscience que le dossier OGM n'a plus du tout la même visibilité que dans les années 90 ou 2000-2010. Mais pour autant, l'offensive des multinationales est bien plus importante qu'à cette époque-là. Donc, il faut que les auditeurs se renseignent et se repenchent sur ce dossier qui est en train de faire bouger les lignes sur l'appropriation du vivant d'une manière qui n'a encore jamais eu lieu jusqu'à maintenant. Oui, en tout cas, c'est tout à fait ce qu'entre autres Christophe Noisette, dans la dernière émission, elle a beaucoup insisté que les prochains mois, cette année, vraiment, va être crucial. Donc, heureusement que nous avons démarré cette série d'émissions. Là, on arrive vraiment à la fin. On va te remercier beaucoup, Eric. Il y aurait encore 1000 choses à dire, mais on aura toutes ces émissions chaque troisième vendredi de chaque mois à 12h30, rediffusées une ou deux fois sur nos ondes. Et ces émissions sont également à trouver sur le site d'InfoGM, infogm.org. Et voilà, c'est compliqué et simple à la fois, on dirait. Exactement. Et merci vraiment beaucoup. Et on va poursuivre le mois prochain avec un autre aspect pour essayer d'aider à la compréhension de nos éditrices et auditeurs. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Merci. Bonne journée, au revoir.
C'était Retour sur l'histoire des OGM, la deuxième émission dans la série Raconte-moi autrement les OGM, une série réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec InfoGM. Les musiques qui accompagnent cette émission sont toutes de Chapelier Fou. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de Radio Zinzine qui est www.radiozinzine.org ou alors vous pouvez retrouver ces émissions sur le site d'InfoGM qui est tout simplement infogm.org.